On s'est déjà demandé comment sont conçus les objets complexes qui nous entourent. Je parle des avions, des ponts et même de nos téléphones. Eh bien, avant même de fabriquer la moindre pièce, ces objets ont déjà vécu des milliers de vies, subi les tests les plus extrêmes, et tout ça à l'intérieur d'un ordinateur. Bienvenue dans le monde fascinant de la simulation virtuelle, là où on apprend à construire l'invisible. La question est énorme en fait. Comment peut-on être certain qu'une structure qui n'existe même pas encore va résister aux forces les plus dingues de la nature ? On ne peut évidemment pas se permettre d'attendre de voir si ça tient. Il y a des vies en jeu. Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots, le jumeau numérique. C'est un concept vraiment puissant. On parle d'une réplique virtuelle parfaite, un double digital de l'objet réel, qui nous permet de le torturer dans tous les sens, de lui faire subir toutes les conditions imaginables. Ok, alors plongeons là-dedans. Ce monde virtuel, comment ça marche au juste? Et surtout, comment est-ce qu'il peut prédire ce qui va se passer dans le monde réel avec une précision pareille? En fait, l'idée de base est super simple à piger. Il faut imaginer qu'on décompose un objet très complexe en des millions de tout petits morceaux très simples, un peu comme des briques de Lego. L'ordinateur, lui, avec sa puissance de calcul phénoménale, va analyser chaque petite brique une par une. Puis, il va assembler toutes ces infos pour comprendre comment la structure entière va réagir. Alors évidemment, il y a un nom technique pour ça, c'est l'analyse par élément fini ou AEF. C'est vraiment le moteur au cœur de toutes ces simulations. Pour faire simple, c'est l'outil mathématique qui va traduire les lois de la physique en un langage que l'ordinateur peut enfin comprendre et calculer. Bon, maintenant qu'on a le concept, allons voir en coulisses. Comment est-ce que les ingénieurs font pour créer ce fameux jumeau numérique en partant de zéro ? On va suivre leur travail étape par étape. Et tout part de là, d'une simple esquisse, un peu comme un dessin qu'on ferait sur un bout de papier. Ces lignes, ces formes toutes bêtes, ce sont les fondations sur lesquelles toute la complexité du modèle va être construite. Le processus est hyper structuré. D'abord, on dessine la forme générale. Ensuite, on ajoute ce qu'on appelle des contraintes. Par exemple, on va dire que telle ligne doit absolument rester parallèle à telle autre. Puis, on définit les dimensions au millimètre près. Et à la fin, en un clic, hop, l'esquisse en 2D se transforme en un objet 3D bien réel, enfin virtuel. Ok, on a notre forme 3D. C'est un bon début. Mais pour l'instant, c'est juste une coquille vide. L'étape d'après, qui est absolument cruciale, c'est de lui donner vie, de la transformer en un modèle qui se comporte comme dans la réalité. Et c'est là que nos fameuses briques Lego reviennent sur le devant de la scène. Le nom de ce processus, c'est le maillage. Le logiciel va découper notre géométrie 3D en un immense réseau de milliers et parfois même de millions de petits éléments tout simples. C'est ce découpage qui va permettre à l'ordinateur de faire ses calculs. Ce qu'on voit là, cette espèce de fil de fer, c'est le squelette numérique de l'objet. Chaque point, chaque ligne, c'est une information que le simulateur va devoir analyser. Il y a toujours un compromis à trouver. Un maillage plus fin, avec plus d'éléments, donnera des résultats plus précis, mais ça va demander une puissance de calcul absolument monstrueuse. Voilà, la structure est prête. Maintenant, il faut lui donner de la substance. On va dire à l'ordinateur, bon, cette pièce, elle est en acier, ou celle-là en aluminium, et on va lui donner toutes les propriétés physiques qui vont avec. Sa densité, son élasticité, sa résistance à la rupture, etc. Allez, dernière étape de préparation. Il faut placer l'objet dans son environnement virtuel. On indique au programme quelles parties sont, disons, collées au sol, comme les fondations d'un bâtiment, et où est-ce qu'on va appliquer les forces. Si on ne fait pas ça, l'objet flotterait bêtement dans le vide numérique. Ok. Tout est prêt. La géométrie, le maillage, les matériaux, les conditions, tout est en place. C'est le moment de vérité. On lance le test virtuel. Et là, l'ordinateur se met au travail. C'est ça qui se passe en coulisses. Il prend le problème et il le résout petit bout par petit bout, de manière itérative. Il calcule les forces, les déplacements, les contraintes pour chaque petit élément et ce à chaque microseconde de la simulation. C'est un travail de titan. Alors, il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes familles de simulations. D'un côté, l'analyse statique. Elle s'intéresse à des situations stables, sur le long terme. Par exemple, le poids d'un bâtiment qui ne bouge pas. De l'autre côté, il y a l'analyse dynamique. Et là, on modélise des événements très rapides et violents. Un crash de voiture, les secousses d'un tremblement de terre, le temps devient un facteur absolument critique. Bon, la simulation est finie. L'ordinateur a craché une montagne de données. Le problème, c'est que ces données brutes, en l'état, elles sont quasiment inutilisables. Il faut maintenant les traduire, les transformer en informations qu'un humain peut comprendre. Et voilà à quoi ça ressemble le résultat brut, un tableau de chiffres gigantesque. Chaque ligne correspond à un de nos petits éléments et les colonnes, ce sont les valeurs de contrainte, de déformation. C'est hyper précis, mais soyons honnêtes, c'est totalement indigeste. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de trouver l'info qui compte là-dedans. L'ingénieur va chercher la valeur la plus importante, par exemple, la contrainte maximale dans toute la structure. Et là, d'un coup, tout ce tableau de chiffres se résume à une seule donnée critique, 294,116 mégapascales. Et c'est là que la visualisation devient une sorte de super pouvoir.
Toutes ces données sont traduites en une image, une carte colorée, un peu comme une carte météo, mais pour les forces. En un clin d'œil, on voit tout. Le rouge nous crie « Attention, ici ça force beaucoup !» Ce sont les points chauds. Le bleu, au contraire, montre les zones tranquilles. Les faiblesses potentielles du design nous sautent aux yeux. Alors concrètement, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que c'est devenu si fondamental? Eh bien, parce que ça permet de voir l'invisible, d'identifier des faiblesses que personne n'aurait pu deviner, d'optimiser un design pour le rendre plus léger, plus résistant, plus efficace, et surtout, bien sûr, de garantir que les produits qu'on utilise tous les jours sont sûrs, bien avant même de construire le moindre prototype physique. Ça permet d'innover beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de confiance. Du coup, la question qui reste, c'est jusqu'où ça va aller? Ces jumeaux numériques sont de plus en plus sophistiqués. Ils peuvent simuler la mécanique, mais aussi la chimie, la biologie et même des systèmes ultra complexes comme une économie ou le climat. Les possibilités semblent vraiment infinies. Quels seront les prochains grands défis que l'humanité va pouvoir relever en construisant ces mondes invisibles?